Montani, médecin de première ligne, nous informe des cures qui se sont révélées les plus efficaces sur la base de son expérience avec de nombreux malades. Je cite: je fais partie d'un groupe Facebook de médecins de toutes spécialités qui échangent constamment des informations sur le Covid-19. Certains d'entre nous sont des anesthésiologistes de première ligne qui voient les patients dans les pires conditions. Récemment, un collègue romain et d'autres ont présenté un résumé de ce que nous avons appris jusqu'à présent et une proposition. Dans les lignes suivantes, je voudrais partager les points principaux avec vous. Au premier stade de l'épidémie, l'approche consistait à garder les patients potentiellement positifs à domicile, avec des soins très souvent inadéquats. Il était prévu d'attendre 2 jours jusqu'à quand les patients devenaient critiques et avaient besoin de soins urgents et souvent très invasifs, ce qui obstruait les urgences et contribuait dans un premier temps à propager davantage le virus et la panique. Ce que nous commençons maintenant à comprendre, c'est que le fait d'agir pendant la première phase avec des médicaments disponibles depuis des années et à des coûts négligeables peut réduire considérablement le nombre de cas critiques et de décès. En pratique, le virus agit principalement sur les cellules de la muqueuse pulmonaire et sur les cellules endothéliales, provoquant à la fois les symptômes pulmonaires, mais aussi et surtout les symptômes vasculaires, qui avaient été ignorés au départ et qui, en réalité, gênaient l'efficacité de la ventilation même. En effet, quelqu'un prétend aujourd'hui que la ventilation invasive aurait créé des dommages supplémentaires aux poumons en raison de la présence de CID, coagulation intravasale diffusée. L'hydroxychloroquine, environ 6,0 pour 30 comprimés, l'azithromycine, l'héparine de bas poids moléculaire et certains médicaments antiviraux peuvent être la première ligne pour bloquer la progression de la maladie. Et tout cela peut être fait au domicile du patient, en évitant également de faire les tests du tampon qui, à ce stade, devient inutile, car les symptômes, au mieux le patient et non pas la maladie générique, seraient traités. On voit d'ores et déjà les résultats positifs de cette approche avec la vidange progressive des soins intensifs. Certains sont désormais vides. Que faut-il faire? D'abord, libérer les gens de la détention à domicile. Ensuite, mettre en place des équipes territoriales composées de médecins généralistes et d'1 ou 2 infirmières qui se rendraient au domicile des patients pour effectuer les premiers prélèvements sanguins pour les tests de laboratoire, les CG-SPO2 et ensuite commencer les traitements médicamenteux. L'équipe devra visiter régulièrement le patient à domicile en fonction de ses besoins médicaux. Enfin, il faudrait effectuer les tests sérologiques à grande échelle pour identifier les patients qui sont immunisés et pas encore immunisés. Il faut ajouter qu'un programme de médecine préventive correctement géré par des médecins généralistes et adressé à l'ensemble de la population pourrait également réduire toutes les pathologies inflammatoires chroniques qui, on l'a vu, influencent les pronostics du Covid-19 de manière extrêmement négative. En résumé, étant donné la connaissance limitée du Covid-19, les premières étapes de cette épidémie pseudo-grippale ont été gérées de manière chaotique et parfois incorrecte. Cependant, les connaissances actuelles nous permettent d'affirmer que l'urgence peut être gérée de manière normale en éliminant les mesures extrêmes adoptées jusqu'à présent. Fin de la citation. Selon le journal Ravenna Notizie, 100 000 médecins ont signé un appel sur les réseaux sociaux au gouvernement et aux régions. Pour eux, les patients doivent être soignés le plus tôt possible sur le territoire. Je cite l'article. Les médecins italiens ont créé un groupe Facebook dans lequel ils partagent leur expérience et leurs idées sur le Covid-19 et atteignent sensationnellement 100 000 membres en quelques semaines. Ensuite, ils décident de faire une lettre qui est un appel fort adressé au ministre de la Santé, au gouverneur de toutes les régions et au président des ordres médicaux régionaux. Une lettre dans laquelle il explique leurs idées et les priorités qui sont identifiées pour la lutte contre Covid-19. En plus des dispositifs de protection et de tampons, nous demandons de renforcer le territoire, un véritable point faible de la santé publique, disent-ils.
car l'infection doit être traitée avant que la maladie ne survienne, c'est-à-dire une pneumonie interstitielle bilatérale qui amène presque toujours le patient à la réanimation. Fin de la citation. Voilà ce qui se produit. Les médecins impliqués en première ligne dans la lutte contre Covid-19 ont pratiquement créé leur protocole fonctionnant et changeant les idées et les solutions sur le terrain, sans se soucier des directives et des bavardages des virologues à la télévision. Au lieu de cela, ces médecins de terrain sont maintenant sereinement convaincus qu'ils peuvent gérer et contrôler le virus, sans quarantaine totalitaire. Les médecins ne partagent pas les catastrophistes professionnels ou non professionnels intéressés qui ont présenté Covid-19 comme la nouvelle peste noire qui récoltait des milliers ou peut-être des millions de victimes. Et le docteur Laudani apporte également une clarification utile. Ceux qui étudient les virus dans ces détails moléculaires et connaissent la séquence nucléotide ne sont pas les mêmes professionnels qui voient des patients dans la région ou malheureusement à l'hôpital. Comprendre comment un virus se comporte dans un bouillon de culture ou sur une souris n'a pas exactement la même valeur que comprendre ce que le même virus produit sur des personnes vivantes. Cela a pris des mois, mais nous comprenons lentement les mécanismes physiopathologiques réels de Covid-19. Le même phénomène étrange s'est produit en France. La doctrine officielle est « il n'y a pas de remède, rien ne peut être fait à ce niveau », a écrit Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire méditerranéen de sociologie, sur Mediapart. Le professeur Didier Raoul, depuis fin février, dit que cela n'est pas exact et propose un traitement à base de chloroquine plus antibiotique. Des collectifs de médecins les soutiennent. L'opinion ultramajoritaire parmi les élites intellectuelles est un jugement en 4 mots. Raoul est un charlatan. Mais des milliers de médecins pratiquent le protocole à Raoul sans le dire, car ils ne sont pas officiellement autorisés à le faire. En fait, il y a moins de décès dans les pays qui utilisent la chloroquine. Un économiste statistique, Maxime Azoulay, a pris la peine de passer en revue les victimes du virus de 60 pays et a montré que les pays qui utilisent la chloroquine ont moins de décès quotidiens. Azoulay a utilisé une méthodologie statistique dynamique appelée ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average. Lorsqu'un ami journaliste a été envoyé à Calcutta, il a rencontré une jeune indienne très catholique, biologiste moléculaire, qui avait participé à la cartographie de l'ADN humain aux États-Unis. Elle lui avait expliqué comment l'ADN peut être déchiré en morceaux avec des cisailles enzymatiques et être recombiné en utilisant des virus comme des machines sous-microscopiques, des véhicules pour les transports et la greffe de sections spécifiques d'ADN. Un travail pour lequel des centaines ou des milliers de jeunes super qualifiés comme elle avaient été embauchés. Un travail sophistiqué mais sériel et répétitif pour des travailleurs scientifiques. Cela s'est produit en 1997, il y a un quart de siècle. Les médias qui en janvier ont craché sur l'étude indienne traitée de complotiste et l'étude a été violemment attaquée et n'a pas eu le feu vert pour la publication dans une revue scientifique. Elle existe en tant que projet en cours d'examen. Maintenant, ils lui ont donné une certaine importance parce que sa révélation lui permet d'accuser d'avoir créé le virus en laboratoire. De plus, il y a un médecin américain, Rachid Buttar, qui accuse explicitement Anthony Fauci de l'épidémie et de l'effondrement économique mondial qui s'ensuit, avec des arguments qui semblent incontestables. Je cite. Déjà en 2014, des protocoles sur la modification chimérique du coronavirus avaient été élaborés à l'Université de Caroline du Nord. D'autres éléments tels que le SRAS et les VIH sont ajoutés à un virus naturel, donnant naissance à une chimère biologique. Ces études avaient été interrompues par un moratoire du gouvernement américain, bien conscient du danger de l'affaire. Mais Fauci, chef de l'Institut national de santé, a mis de côté 3,7 millions de dollars avec lesquels il a financé, en le relocalisant en Chine, la poursuite des recherches interdites aux États-Unis. Selon le médecin, Fauci a expressément violé la loi.
Les gens doivent se réveiller et comprendre que tout cela comporte une grave composante criminelle. Nous devons ouvrir les yeux et rechercher les vérités sans aucun préjugé ni préconception. Fin de la citation. Il semblerait qu'il vaut la peine de vérifier les affirmations du docteur Rachid Buttar, peut-être sur le plan judiciaire. Au lieu de cela, curieusement, les nouvelles n'apparaissent pas dans les médias. Même le docteur Rachid dit que la maladie est gérable avec l'hydroxychloroquine et les Zithromax, nom de l'antibiotique habituel azithromycine. Je cite: « Il est maintenant évident, d'après l'utilisation sur des centaines de patients, que cette combinaison de médicaments est efficace dans 99% des cas, mais Fauci dit que s'il n'y a pas d'études, vous ne pouvez pas l'utiliser, alors que lui, qui fait la promotion d'un vaccin dont nous ne savons pas quels seront les effets, pensez-vous qu'il peut être utilisé en toute sécurité ? » Le docteur Stefano Manera est anesthésiste et réanimateur à l'hôpital Papa Giovanni de Bergame, donc un médecin de première ligne, l'un des vrais experts du problème. Le docteur Manera confirme ce que nous disons depuis des jours. Maintenant que nous avons compris, le virus peut être traité à domicile. En effet, des soins à domicile doivent être pris dès les premiers symptômes pour éviter l'aggravation qui conduit les personnes affectées par les CV-19 aux soins intensifs, où elles meurent. Le docteur Manera confirme que l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine et de l'héparine est décisive, comme cela était désormais évident pour tout le monde, sauf pour les scientifiques de la télévision. Le vieux médicament, explique le docteur Manera, qui sont bon marché. Que signifient vraiment les anciens médicaments, qui ont été conçus et synthétisés dans un passé dans lequel le médicament était destiné à servir pour traiter les maladies et non pas pour augmenter le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques, aujourd'hui à la recherche de superproductions à succès comme Hollywood. Les crises sanitaires sont souvent l'occasion de bouleversements majeurs. Quelles seront les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ? On peut espérer que face à la catastrophe, beaucoup de nations se convertiront. Mais vous et moi ne devons pas être naïfs. Cette crise sera sûrement l'occasion pour ceux qui haïssent l'ordre social hérité du christianisme d'avancer leur pion. C'est pourquoi je tiens à vous informer des prises de position récentes de la part des responsables politiques et d'éditorialistes en faveur d'un gouvernement mondial. Le 26 mars 2020, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a lancé un appel dans le quotidien The Guardian à la création d'un gouvernement de ce type afin de résoudre la crise économique et sanitaire suscitée par la propagation du coronavirus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi fait des propositions récentes allant dans ce sens. Si, au vu du contexte, cette solution peut sembler séduisante, ne nous faisons pas d'illusions. Cette solution provisoire aura probablement très vite vocation à durer. Avant Gordon Brown, sachez que des personnages comme Trotsky, Herbert George Wells et plus près de nous, un certain Jacques Attali, ont fait la promotion d'un gouvernement unique pour régir l'humanité tout entière. Une telle république universelle est incompatible avec l'ordre naturel et la doctrine catholique, comme l'explique le professeur Plinio Correa de Oliveira dans son livre Révolution et contre-révolution. En plus de nier la légitime diversité des nations et de faire fi au principe de subsidiarité, l'idée d'un gouvernement mondial repose sur le rêve utopique que la solution à toute la misère humaine se trouverait entre les mains d'experts au pouvoir illimité. Un État technocratique et universel parviendrait, selon ses promoteurs, à résoudre toutes les crises et enfin à éliminer la douleur, la pauvreté, l'ignorance, l'insécurité. Autrement dit, il accomplirait la rédemption de l'humanité, mais sans passer par les rédempteurs. Évidemment, il s'agit d'une impasse, puisqu'il est vain de vouloir lutter contre les conséquences du péché sans dénoncer et combattre le péché lui-même. Pour autant, le refus d'un gouvernement mondial n'exclut pas la création d'une famille de nations catholiques qui coopérerait autour de buts légitimes.
Mais à la différence d'un hypothétique gouvernement mondial, cette entraide où la souveraineté de chaque pays serait respectée ne prétendrait pas apporter la paix définitive sur Terre, possibilité qui n'appartient qu'à Dieu seul et nécessite au préalable la conversion des pécheurs. Pour le moment, une des victimes du Covid-19 semble être l'Europe de Maastricht. On ne le dira jamais assez. Les conséquences désastreuses de cette pandémie sont très largement imputables au système géostratégique mis en place depuis des décennies par l'idéologie ultralibérale de l'OMC, idéologie reprise sans honte par l'Union européenne par les traités de Maastricht. Les traités de Maastricht a mis en chantier l'euro, mais n'a pas mis en place le seul moyen pour réussir l'euro, à savoir un budget conséquent pour aider les pays en difficulté. Ce budget devrait atteindre au moins 17% du PIB de l'Union européenne, sous le modèle des États-Unis pour assurer la survie de la monnaie unique. En lieu et place, l'Allemagne a préféré imposer des critères de discipline budgétaire, 3% de déficit, soit 100% de dette par rapport au PIB du pays considéré. Elle a interdit de surcroît toute aide du système de banque centrale aux États, au nom d'une orthodoxie budgétaire très germanique par crainte de l'inflation galopante, en mémoire des années d'avant-guerre. En termes réalistes, elle a imposé une véritable purge budgétaire à la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et aussi à la France, pour ne pas payer pour aider ces pays. Les gouvernements français successifs ont fait avaler la pilule aux Français au nom des engagements conclus par la France et au nom de l'idéologie de l'euro-béatitude, l'Europe, l'Europe. Les conséquences se sont vite fait sentir. Baisse drastique des budgets de fonctionnement, baisse des dotations pour les hôpitaux publics. On en voit les résultats aujourd'hui en France. Délocalisation en masse vers des pays à faibles coûts salariaux, d'où une forte dépendance en approvisionnement pour les médicaments et les masques. La situation actuelle n'est pas une divine surprise, mais le résultat logique et inéluctable d'une économie ultralibérale sans frontières, sans écluses, qui se révèle d'un coup un véritable Titanic. Les systèmes Maastricht et celui de Schengen qui lui est consubstantiel ont échoué sur les dures réalités d'une mondialisation coronarisée. Il est urgent que la raison revienne. Il est urgent que les États reprennent la main sur des multinationales dont le seul objectif est de faire du fric. Il est urgent que les États rejettent la dictature des marchés et retrouvent leur puissance et indépendance monétaire. À ce titre, la relance économique ne passe pas par de nouveaux emprunts levés sur les marchés, mais par le retour des avances des banques centrales aux États pour effectuer les investissements pour financer la croissance économique. Ces avances seraient contraires au traité de Maastricht. Oui, et peu importe. On ne conduit pas notre économie avec un traité obsolète, victime d'avoir lié son destin à la mondialisation titanique. Il est urgent que les gouvernements prennent conscience de leurs fautes et, au nom du principe intangible du droit international, clausula rebus sic stantibus, les traités ne valent qu'au regard de la pérennité des éléments essentiels qui ont permis leur conclusion. En tire les conséquences et tourne la page de ces traités obsolètes. Au demeurant, la commission de Bruxelles, présidée par Van Leyden, semble commencer à les comprendre. La Pentecôte et ses lumières approchent, tout espoir n'est pas perdu.